Bonjour à tous, je suis Alix Cavallari, directeur de la communication interne chez Alcatel-Lucent. Je suis en présence de Jean Raby, directeur financier pour le groupe. Jean, merci de répondre à ces questions. L'innovation, on en parle beaucoup. C'est un facteur clé reconnu du succès d'une entreprise. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Je vais faire une réponse un peu bateau, Alix. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde globalisé dans lequel on évolue, où des milliards d'individus rejoignent l'économie mondiale, l'innovation, et qui sont épris de réussite, l'innovation est le facteur clé de compétitivité des entreprises. Et notamment en ce qui nous concerne, dans le secteur des équipements télécoms, où le cycle d'innovation s'est considérablement réduit. Si j'illustre un peu mon propos, au milieu des années 70, on a inventé le téléphone mobile analogique, très gros, peu pratique, réservé à quelques personnes. À la fin des années 80, début des années 90, on a inventé le téléphone portable, on a démocratisé le téléphone portable avec la 2G. Quelques années plus tard, on parle de l'accès broadband, l'accès large bande à travers le fixe pour les particuliers et les entreprises. Quelques années plus tard, au milieu des années 2000, on était à la 3G et au smartphone. Et là, aujourd'hui, on assiste à une véritable explosion du trafic data, notamment sur la vidéo. Donc, tout ça nécessite des innovations constantes, et notamment dans notre secteur, mais dans bien d'autres secteurs d'activité, l'innovation devient nécessaire pour la survie, la compétitivité des entreprises. Par contre, moi, j'aimerais bien élargir le débat. L'innovation, oui, c'est technologie, mais c'est aussi plein d'autres choses. C'est aussi une stratégie marketing optimisée. C'est aussi un service après-vente qui est à la fine pointe et qui est best in class. C'est aussi des fonctions support pour les entreprises, que ce soit en termes de finances, de gestion des ressources humaines ou même au niveau du droit, qui doivent être constamment réinventées pour rester compétitifs et être la fine pointe. Donc, l'innovation, ce n'est pas uniquement de la recherche et du développement tel qu'on l'entend sur un plan, je dirais, normal. Question importante aujourd'hui. Comment un gouvernement peut soutenir l'innovation en entreprise dans son pays? Je vais faire une réponse générale et ensuite on pourra décliner ces différents thèmes. Je pense qu'il y a 3 vecteurs importants. En tout cas, pour nous, en tant qu'entreprise, il y a 3 vecteurs importants qu'on regarde. Tout d'abord, l'innovation, ça vient de quoi? Ça vient de la confrontation des idées. Et donc, ça veut donc dire du capital humain. C'est la première source, le principal actif de l'innovation. Donc, un gouvernement qui veut encourager l'innovation doit se focaliser sur son capital humain. Et ça veut dire l'éducation, ça veut dire un marché du travail ouvert, ça veut dire une infrastructure numérique, ça veut dire une fiscalité qui est adaptée, ça veut dire une qualité de vie. Ça, c'est tous les éléments qui permettent de retenir et d'attirer des talents et de leur permettre d'évoluer au mieux de leur capacité et donc d'innover. Deuxièmement, évidemment, il y a encourager l'investissement. Et ça, on parle beaucoup du crédit d'impôt recherche. Ça existe au Québec, ça existe ailleurs dans le monde. C'est un élément auquel nous, Alcatel-Lucent, nous sommes sensibles. Mais il n'y a pas que le crédit d'impôt recherche. Prenons par exemple en Israël, qui est une véritable pépinière d'entreprises et d'innovation aujourd'hui. On parle du Startup Nation. On ne parle plus de start-up en Israël. On parle du Startup Nation. Et pourquoi? Eh bien, le gouvernement a pris une politique très progressiste et je l'illustrais par la statistique suivante. Il y a 23 incubateurs qui sont financés aujourd'hui par le gouvernement israélien à hauteur de 85 % des dépenses de recherche et développement qualifiées, définies de façon très large parce qu'on est au niveau de start-up très early stage et qui sont pas finançable comme tel par l'entreprise privée. Et donc, le gouvernement israélien finance jusqu'à 85 % des dépenses de R&D, le reste étant à la charge de l'entrepreneur et la somme totale pouvant représenter environ 500 000 $. Donc, on est vraiment early stage. Mais avec ces 23 incubateurs, eh bien, vous avez aujourd'hui des pépites qui sortent du tissu technologiques israéliens et qui sont des leaders mondiaux ou qui font l'objet d'acquisitions majeures. Google a fait des choses, Facebook a fait des choses. Et nous-mêmes, à Alcatel-Lucent, nous continuons à augmenter les ressources présentes sur place en Israël pour participer à cet effort de création. Troisièmement, si je peux me permettre, l'écosystème.
Très important d'avoir un écosystème global présent parce que la recherche et le développement, c'est plus deux gars dans un garage. Ça n'existe plus, ça. Ou c'est très rare. Ou ce n'est plus durable comme innovation. Ou sustainable, comme on dirait. Je pense qu'il faut réfléchir en termes d'écosystème parce que c'est justement par la collaboration, par la confrontation des idées, non seulement à l'intérieur des entreprises, mais d'une entreprise à l'autre, d'un partenaire à l'autre, qu'on crée cet environnement d'innovation durable. Et c'est ce que les gouvernements devraient avoir en tête comme objectif. On parle de Silicon Valley comme écosystème, mais il y a bien d'autres exemples. Shenzhen en Chine, j'ai parlé de Israël, Silicon Wadi, comme on dit, en Israël, et il y a bien d'autres exemples. Je pense que c'est important aussi de réfléchir en termes d'écosystème. Et donc, pour nous, c'est les trois vecteurs sur lesquels les gouvernements devraient se concentrer. Et finalement, quel est l'enjeu pour le Québec? Bien, de mon point de vue, si je repars des grands thèmes que je viens d'évoquer, quelques idées. Tout d'abord, le capital humain. Eh bien, il faut se poser la question, est-ce qu'on a le système d'éducation de notre population adapté aux réalités du 21e siècle, dans le monde globalisé, où, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a des milliards d'individus épris de réussite qui rejoignent l'économie mondiale et qui, grâce à l'infrastructure numérique qui existe aujourd'hui, peuvent compétitionner à l'échelle mondiale en un temps record. Deuxièmement, il faut se poser la question d'attirer les talents. Il faut convaincre les Québécois que l'immigration, c'est une richesse. On a une terre d'accueil, il faut capitaliser sur celle-ci. Et ça veut donc dire attirer notamment les étudiants. On a un système universitaire qui est reconnu. Eh bien, peut-être qu'il faut encore plus l'ouvrir aux étudiants étrangers, peut-être même en leur assurant une intégration au marché du travail dès leur arrivée en sol québécois. Il faut peut-être se poser la question, comment peut-on faire de Montréal la ville universitaire par excellence? Il faut aussi, à mon avis, regarder du côté des jeunes diplômés ailleurs et les attirer chez nous. C'est toute cette base de capital humain qu'il faut avoir en tête et travailler sur cet aspect des choses. Et là, j'aimerais élargir le débat. Bon, on parle bien des jeunes, mais l'innovation, ça peut aussi venir des générations plus expérimentées. On assiste à un phénomène aujourd'hui mondial qui est l'existence pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'une génération de 60 à 80 ans, ce que j'appellerais, moi, le senioristan, qui est une richesse colossale de gens qui sont en bonne santé, qui sont encore en mesure de contribuer à la société et qui sont capables d'innovation. Intégrons plus cette génération dans l'effort de recherche et d'innovation aujourd'hui. Parce que l'innovation, c'est la confrontation des idées, c'est aussi avoir l'expérience nécessaire pour transformer ces idées en applications commerciales réelles. Et donc, pour moi, ça, c'est le premier volet. Véritablement, le talent, le créer, l'attirer, le gérer et le retenir. Bien, deuxièmement, il y a l'investissement. On parle beaucoup du crédit d'impôt recherche. Le Québec a une vraie politique à cet égard. Nous y sommes sensibles, bien qu'il faut reconnaître qu'Alcatel-Lucent, la principale base de notre présence en recherche et développement au Canada et en Ontario. Mais on regarde comment optimiser cette présence et le Québec pourrait être un vecteur additionnel pour nous. Il faut aussi se poser la question, quand on est un gouvernement comme le gouvernement du Québec, est-ce qu'il n'y a pas une façon de favoriser les exportations de R&D? Nous, on est un business d'exportation de R&D. On ne manufacture plus grand-chose. On a des milliers d'ingénieurs et notre business, c'est d'innover et de créer des applications commerciales utiles pour nos clients. Et est-ce que, à quelque part, le gouvernement du Québec ne devrait pas réfléchir à des mesures qui accompagnent nos clients, mais qui nous accompagnent dans l'exportation de cette R&D qu'on pourrait créer au Québec à travers le monde? Troisièmement, eh bien, écoutez, réfléchissons aussi à la propriété intellectuelle qui a été créée ailleurs. Encourageons les scientifiques à venir s'établir chez nous et à développer des applications commerciales liées à leurs brevets. Ça ne doit pas être uniquement que du ressort des institutions universitaires. Et peut-être en créant cette relation globale entre la communauté scientifique, le monde des entreprises, le gouvernement, on peut créer toujours dans ce thème d'innovation durable. Et d'être ouvert sur le monde aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement pertinent parce que la terre d'immigration et d'innovation historique, les États-Unis, qui étaient l'attractivité réelle pour les étudiants étrangers, eh bien, pour des raisons conjoncturelles, les Américains ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Il y a là un avantage qui ne peut durer peut-être que peu de temps, mais le Québec peut véritablement se positionner comme terre d'accueil
au nord du géant américain, mais avec tous les avantages. Et je pense que c'est pour cela que c'est important de capitaliser sur cet aspect-là des choses maintenant. Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais c'est une question importante. Y a-t-il une seule et unique façon d'innover pour une entreprise? Non. Et oui, j'ai abordé un peu le sujet. Il y a évidemment ce que j'appellerais l'innovation qui va au-delà de la recherche et du développement vu de façon classique sur l'évolution des technologies. Et pour moi, ça veut aussi dire optimiser toutes nos façons de faire, travailler en partenariat avec des tiers. Ça veut aussi dire différentes façons de collaborer avec les tiers. Et en co-développement, en partenariat, on parle beaucoup de crowdsourcing, on parle de crowdfunding, mais il faut aussi réfléchir à crowdsourcing et surtout éviter le syndrome du « not invented here ». Et ça, chez Alcatel-Lucent, c'est quelque chose auquel on était sans doute un peu victime dans le passé. Donc aujourd'hui, on s'ouvre vers les tiers, vers nos partenaires, et on reconnaît qu'on ne peut pas être les meilleurs partout. Et il faut véritablement collaborer. De là l'importance de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est aussi un aspect physique des choses. L'écosystème, c'est non seulement un écosystème conceptuel numérique sur le web, c'est aussi une proximité physique de nos partenaires avec lesquels on peut continuer à évoluer nos produits et développer de nouvelles solutions pour nos clients. Dernière question, Jean. Quelles seraient les recommandations d'un Québécois directeur financier d'un grand groupe français qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2013 et est coté sur le marché de Paris et New York? Recommandations, c'est très prétentieux de dire qu'on a des recommandations à faire. J'ai évoqué différents thèmes tout à l'heure. Pour moi, quand je me mets dans mon siège de directeur financier, tous ces éléments-là font partie d'une notion globale d'attractivité et la qualité du capital humain demeure l'élément central. Je dirais également que quand on réfléchit au fait qu'on est un groupe français avec des antennes mondiales et une présence à l'échelle mondiale, eh bien, le Québec, pour nous, est évidemment, ou devrait être, un partenaire particulièrement prêt, parce qu'à la fois, on bénéficie de cette langue et culture commune, et à travers le Québec, eh bien, on a cette vision du monde anglo-saxon, cet héritage biculturel qui est pour moi, québécois à l'étranger, l'avantage compétitif clé du Québec. Il n'y a pas de société que je peux mentionner, aussi structurée que le Québec, qui est à la fois ouverte sur la francophonie et le monde anglo-saxon. C'est éculé, on le dit, mais ici, à Paris, on le comprend, on le voit comme un avantage compétitif pour le Québec. Et je pense que ce qu'il faut voir, c'est continuer à réfléchir à des façons de collaborer. Si je me mets dans la peau aujourd'hui d'un jeune Français dans un environnement où le chômage est important en France, eh bien, pourquoi est-ce que le Québec et pourquoi nous-mêmes n'exportions pas beaucoup de ces jeunes diplômés français bien formés qui ont peine à entrer sur le marché du travail et ils émigrent au Québec et ils contribuent à l'essor de la société québécoise. Et nous, en tant qu'entreprise, on devrait réfléchir à des façons d'encourager cet élan. Merci, Jean. Merci à toi, Alex.